Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours avec Kojo Ndoukouma, docteur en droit, cadre au sein du PPRD en République démocratique du Congo, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Sylvain Ulrich Obam, avocat au barreau de Paris, docteur en droit public. Nous parlions donc de cette volte-face de l'opposition congolaise, oui, voilà, qui s'est retirée donc de l'accord de Genève. Patrick Boyo, est-ce que les jeux sont faits? Vous étiez en train d'en parler justement. J'étais en train de dire que les jeux ne sont pas faits, puisque même avec le départ de l'UDPS et alliés, UNC et alliés, la coalition reste quand même assez forte. Parce qu'il faut savoir pourquoi Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont dans cette coalition. Au-delà du fait que j'expliquais tout à l'heure, ils présentent un grand nombre de candidats aux élections législatives et aux élections municipales, aux élections législatives nationales et aux législatives locales, parce qu'au Congo on parle de députés provinciaux et non de conseillers régionaux. Ils ont aussi les moyens. Ils ont les moyens. Ce sont Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, les deux seules personnalités politiques aujourd'hui à disposer des moyens capables de rivaliser valablement, j'insiste, avec le camp de Joseph Kabila. C'est pour cela qu'on les a maintenus dans la coalition, parce qu'ils savent qu'on va compter sur leurs moyens, sur leur réseau, sur leur expérience électorale, mais aussi sur leur carnet d'adresses. Donc, que le pouvoir de Joseph Kabila arrête de dire, et surtout de rêver, ils peuvent toujours rêver, hein, que les élections sont gagnées d'avance. Ils sont très loin d'avoir remporté ces élections, si ce n'est que par tricherie. Kojo Ndoukouma. Bon, ça c'est votre point de vue. Quand vous dites que M. Bemba est allé aux élections sans avoir l'armée, vous savez que nous étions en 2006 en train de sortir du 1+4. Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas l'armée. J'ai dit que Kabila s'est appuyé sur l'armée. Permettez-moi, je réponds simplement, s'est appuyé sur l'armée pour remporter les élections en 2011 et en 2006. En 2006, je me répète, en disant qu'il y avait plusieurs armées dans la ville de Kinshasa. Si vous dites que autant le président Kabila s'est appuyé sur l'armée pour remporter les élections, on peut en dire également autant de M. Bemba qui a provoqué une guerre en contestation des résultats électoraux qui le déclaraient vaincu. Donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, nous prenons... on ne va pas rester dans l'échafaudage de cette théorie autour de ce plateau. L'électorat d'Étienne Tshisekedi n'est pas complètement rallié à l'électorat qui va se dessiner pour son fils Félix Tshisekedi, dont la rupture avec la base montre qu'il ne maîtrise pas totalement les arcanes de son propre parti en se mettant justement en contradiction avec son secrétaire général qui le menace sur RFI de pouvoir le destituer avec la base s'il ne revenait pas sur sa décision. Pour ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, il avait été le vice-président en charge de l'économie et des finances dans le gouvernement 1+4 présidé par le président Kabila. Il avait les leviers de commande et il avait une disposition des informations d'ordre public qui pouvait lui permettre justement de pouvoir faire le score qu'il a fait au niveau en 2006. Et aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Les partis au pouvoir se sont enracinés. Il y a eu beaucoup de défections, vous le savez, dans les rangs de Bemba pour pouvoir renforcer par les choix de chaque individu le camp de la majorité. Aujourd'hui, nous avons le FCC. Et lorsque vous parlez des élections législatives et provinciales, nous avions expérimenté une stratégie payante en 2011 en utilisant justement le levier des élections proportionnelles, où nous avons mis sur plusieurs circonscriptions, plusieurs listes, de sorte que nous alignions plusieurs listes pour un seul siège. Et ce qui se passait, c'est que nous démultiplions également nos chances de pouvoir gagner une majorité avec le plus fort reste. Donc nous sommes dans une stratégie de conservation du pouvoir et de continuité, bien sûr dans la rupture, mais de continuité pour apporter un projet de développement au Congo. Sylvain Ulrich Obam, mais ensuite on passera à un autre point qui est là, majeur, en tout cas un point d'intégration. Je voudrais juste indiquer que le candidat actuel du PPRD n'est pas M. Kabila. Merci. Donc en termes déjà de personnalité, il y a une différence. C'est d'une part. Et d'autre part, mathématiquement, il n'est pas dit que du fait que M. Tshisekedi et M. Kamere se soient retirés de l'accord, que toute leur base va les suivre. Donc il faut aussi tenir compte de cet aspect-là
pour ne pas trop être optimiste dans une victoire assurée. Si je peux préciser quelque chose, c'est une fausseté de dire que Jean-Pierre Bemba avait contesté les élections de 2006. C'est une fausseté, une grosse fausseté. L'histoire, elle est là, elle existe, même les vidéos existent. Les élections ont eu lieu pour le second tour en novembre. Et Jean-Pierre Bemba a accepté la défaite. Il a même dit cette phrase de rester mémorable. J'ai accepté l'inacceptable. Il ne se voyait pas perdant, mais il a accepté. Il a subi une attaque menée par l'armée, la garde prétorienne de Joseph Kabila et l'armée angolaise. Le ministre de l'Intérieur de l'Angola l'a répété dernièrement. N'oubliez pas que nous vous avons aidé à vous débarrasser de Jean-Pierre Bemba. Vous l'avez entendu, personne n'a répondu à Kinshasa. L'armée angolaise est venue pour attaquer la garde qui était restée à Jean-Pierre Bemba, parce que je vais expliquer aux gens, il faut comprendre qu'on sortait d'une rébellion où il y avait multiples têtes. Chacun avait sa garde. M. Azaras Rouberois, qui dirigeait le RCD, avait sa garde du RCD. M. Bemba et M. Kabila avec sa garde prétorienne. Le problème est que le président du RCD, Rouberois, gardait sa garde. Et Bemba voulait qu'il désarme complètement. Il a dit, mes éléments, on les a fusionnés dans l'armée, sont devenus des militaires de l'armée. Si je dois désarmer, si mes éléments doivent désarmer ce qui me reste de ma garde personnelle, sachant que l'accord de Sun City prévoyait que pour les 2 ans à venir, les vice-présidents allaient garder leur garde rapprochée. C'était prévu dans l'accord de Sun City. Si je dois désarmer, il faut aussi que Rouberois désarme. On n'a jamais désarmé Rouberois. On est allé s'attaquer Jean-Pierre Bemba, c'était en août. Vous savez bien, vous avez bien dit au mois d'août, c'est-à-dire plus de 8 mois après. Je ne connais aucun contestataire qui va provoquer une guerre 8 mois après les élections, alors que le président a déjà installé à prêter serment. Ça, c'est un fait. Si on peut revenir à l'histoire de l'accord, moi je pense que cet accord est encore viable. Est encore viable à partir du moment où l'essentiel de ceux qui disposent des gros moyens, c'est-à-dire Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, sont encore du côté de Martin Fayulu. Matungulu est du côté de Martin Fayulu. Mouzito est encore du côté de Martin Fayulu. Je pense que ce qui serait plus sage, ce serait pour eux de chercher à étendre l'accord avec d'autres leaders de l'opposition. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard? On est quand même à quelques jours seulement de... C'est toujours jouable en politique. Mais vous, en tout cas, pour vous, l'accord tient encore d'une certaine... Peut encore tenir. Peut encore tenir. Kodjo Ndoukouma, peut-être une dernière réponse sur ce point. Je dis que ce n'est pas faux, c'est que je raconte. Vous saviez qu'il y avait une dame qui était 2e vice-présidente de la CEI à l'époque, Commission électorale indépendante, qui avait refusé de pouvoir signer le PV déclarant le président Kabila vainqueur contre le candidat Jean-Pierre Bemba. Et que cette nuit-là de la proclamation des élections, le président Bemba avait envoyé un groupe, un peloton de son armée, de pouvoir aller exfiltrer la dame. Et il y a eu les premiers coups de feu en ce moment-là. Donc il y a déjà eu, parce que vous parlez des faits. Et ensuite, il y a eu M. Malou Malou qui a dû être conduit par un char de la MONUC, donc de la mission de maintien de la paix, pour avoir la sécurité nécessaire pour arriver jusqu'à la voix du peuple et de proclamer le président Kabila vainqueur. Et l'opération qui a été faite, je ne dis l'armée est une armée républicaine. Dès le moment où on était sorti de l'ordre constitutionnel de 1+4 et qu'on était entré dans la 3e République, et le président en exercice était en droit de pouvoir demander au président, à l'époque, M. Bemba, de pouvoir reverser les supplétifs de son armée dans l'armée régulière. Vous oubliez l'épisode, permettez-moi de vous rappeler. Mais moi, quand vous parlez... Qui avait attaqué Jean-Pierre, qui avait attaqué l'autre entre les 2 tours pendant qu'il recevait les ambassadeurs? Alors, on ne va pas rejouer un petit peu les scrutins passés. Je veux simplement démontrer que le pouvoir de Kabila est construit par la force, la brutalité et la tyrannie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Joseph Kabila, tout le monde le sait, demandez à M. Swing, demandez aux ambassadeurs. Vous savez bien cet épisode. Moi, j'étais à Kinshasa, peut-être vous aussi. Qui a attaqué l'autre pendant qu'il recevait. Bon, Jean-Pierre Bemba recevait
les ambassadeurs du comité de suivi à l'époque chez lui et Joseph Kabila a envoyé son armée l'attaquer. Si vous êtes sincère, vous devez le dire parce qu'on nous regarde à travers le monde. Non. Vous allez reconnaître cet épisode que Kabila a attaqué Bemba dans sa résidence pendant qu'il recevait les ambassadeurs. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas obligé de toujours couper la parole aux autres pour répondre. Sylvain Ulrich Obam, un dernier point, et puis on passera aussi à l'autre inquiétude, à savoir les machines à voter. On va en parler dans Pour revenir sur l'accord, je suis moins d'accord avec mon co-débatteur sur sa viabilité. Je pense que cet accord est devenu caduc, mais qu'il peut y avoir une nouvelle stratégie. Caduc, d'autant plus que la conférence des leaders, qui doit valablement siéger, ne peut le faire que si 5 de ses membres dûment désignés sont présents. Or, M. Kamere et M. Tshisekedi n'y sont plus. Donc il y a caducité de l'accord. En revanche, la stratégie n'est pas caduque. D'une coalition dont je ne sais pas en quelques jours comment elle pourra se maintenir. Ça, c'est le rôle des stratèges politiques. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure, si vous permettez, de la possibilité de sauver l'accord. Je ne dis pas que l'accord, en l'état, fonctionne pleinement. J'ai dit ça peut être sauvé. C'est-à-dire, si on trouve l'intelligence pour faire fonctionner cet accord, c'est bien. Je suis d'accord avec vous, c'est l'article 12 de l'accord, le dernier paragraphe, qui dit clairement, si vous permettez que je cite, la conférence ne siège, c'est-à-dire la conférence des leaders ne siège valablement que si au moins 5 de ses membres sont présents et 2 dûment représentés. Elle statue par consensus. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce point, mais simplement, on peut trouver un mécanisme stratégiquement pour faire fonctionner cet accord en l'étendant, bien entendu, à d'autres membres de l'opposition, parce que je rappelle que Gabriel Mokia n'est pas dans cet accord, c'est un homme politique assez connu, il y a d'autres hommes politiques qui sont aussi capables de pouvoir intégrer cet accord, mais simplement il faut trouver la bonne formule. Mais en l'état, l'accord aura du mal à fonctionner. Donc tout n'est peut-être pas encore joué. On va passer quand même à autre chose dans le débat. Oui, peut-être une dernière intervention. Oui, d'expérience, nous nous sommes rendus compte que les consignes de vote ne sont pas automatiques. Donc de toutes les façons, même si M. Bemba ou M. Moïse Katumbi appelaient à voter pour Fayoulou, on se rend bien compte que les intentions de vote, les consignes de vote ne seront pas nécessairement appliquées. Mais le danger qu'il y a et que nous relevons, ça veut dire que nous avons des personnalités qui sont des leaders locaux ou des leaders régionaux, et que nous sommes là probablement en train d'aller appeler vers un vote tribal. Lorsqu'on dit que M. Fayoulou est au Bandundu avec Mouzito, M. Bemba sera en Équateur pour appuyer le candidat et que M. Katumbi sera au Katanga, après il faudra recoller le pays, et nous, au niveau du FCC, nous sommes plutôt dans une vision nationaliste avec une répartition, une implantation de nos structures partout pour avoir un vote national et non un vote tribal qui va davantage émietter le pays, dont l'unité a été très difficile à pouvoir reconstituer selon l'œuvre du président Kabila. Alors, la question qui domine bien sûr l'actualité congolaise ces dernières heures, c'est bien sûr cette division de l'opposition, mais il y a également l'autre interrogation, à savoir la question de la machine à voter, des machines qui sont dans le viseur d'un collectif américain qui dénonce des failles de sécurité dans le système. Se pose alors quand même la question de la fiabilité véritablement de ces machines. Kodjon Doukouma, est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi du côté du PPRD? Que peut apporter véritablement cette machine dans le processus électoral? Je rappelle quand même des machines controversées. Oui, je ne suis pas, moi, de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes tous des joueurs soumis à des règles de jeu qui sont posées par la centrale électorale qui se veut indépendante. Je me réfère pour ce faire à la réponse que l'ambassadeur Lacroix, qui est le représentant français à l'ONU, a donné. Et il dit que même pour les votes papier, et ça s'est passé ce matin relayé par Top Congo en les prenant sur Radio France, je pense qu'à une semaine de la campagne électorale et à presque un mois et une semaine des élections, la question se pose aujourd'hui, comme le dit M. Lacroix, à réunir les conditions d'ensemble à la préservation d'un espace qui permette à chacun de s'exprimer. Même ici en France, il y a des machines à voter.
Alors, à la seule différence, en tout cas l'une des différences, qu'en France, on n'a pas 50% de taux d'analphabétisme. La plupart des gens sont habitués à l'outil numérique. Et ça, ce ne sont pas des conditions qui existent en République démocratique. Oui, mais l'analphabétisme dont vous parlez ne va pas forcément profiter à la majorité, parce que la CENI dit que pour les personnes qui ne seront pas en mesure de voter par elles-mêmes, il y aura d'autres électeurs, pas les agents de la CENI, mais d'autres électeurs qui les aideront pour ce faire. Et donc, il peut y avoir la possibilité pour chaque électeur de l'opposition... Ce qui veut dire que vous n'êtes pas... en tout cas, les autorités ne sont pas prêtes à l'introduction de ces machines-là, parce que vous appelez d'autres électeurs qui vont accompagner d'autres électeurs. Donc ça, c'est le mécanisme de la CENI, et c'est prévu dans la loi électorale que même pour les cas des bulletins papier, si une personne n'est pas en mesure de voter, elle se fait aider d'un autre électeur du même bureau, sans que cet électeur n'aide plus de 2 personnes à pouvoir le faire. Alors, mais ce qui se passe avec la machine à voter, c'est une innovation de la CENI pour permettre de ne pas revenir sur les gros bulletins de vote que nous avions, qui rendaient difficile l'expression du suffrage et le dépouillement. Et donc, cette facilité a été mise en œuvre, et nous ne voyons pas, jusqu'à présent, combien on nous a prouvé qu'on pouvait tricher en notre faveur et non probablement en faveur de l'opposition. Patrick Mboyo. J'aimerais qu'on sache dire les choses aux personnes qui nous regardent. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect quand je viens sur votre plateau, aux personnes qui nous regardent. Parce nous n'en manquons pas non plus. Qu'il y a des gens qui nous regardent, mais quand on essaie un peu de se permettre des libertés avec les faits historiques, et c'est la réalité, on manque un peu du respect aux gens qui nous regardent. Moi, je m'occupe d'un dossier pour les élections européennes à venir sur les machines à voter. Vous voyez là? Les machines à voter. Ça existe exactement. Donc, ce n'est pas à moi qu'on va donner des leçons pour la machine à voter. La machine à voter, ici en France, n'est pas généralisée déjà, de 1. La machine à voter, elle est utilisée simplement dans certaines villes. Je précise même des villes qui ont choisi cela et qui font de la location, pas déjà de l'achat, de la location, et cela est sous contrôle d'huissier de justice. Il n'y a pas impression derrière, il y a simplement un disque dur à l'intérieur qui est sorti à la fin du processus de vote. Et aussi, pour des raisons pratiques, il est prévu 10% du nombre des machines à voter par circonscription électorale, disponibles à vol d'oiseau à moins de 5 km. Toutes ces modalités pratiques ne sont pas prises en République démocratique du Congo, qui fait 4 fois la tête de la France. 135 000 machines. 135 000, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 15 000 machines disponibles à vol d'oiseau à moins de 5 km. Sachant que nous sommes dans un pays, il n'y a que 3 000 km de réseaux routiers. C'est ça, c'est à mettre au profit de M. Kabila. Avec 40 millions d'inscrits sur les listes avec 40 millions d'inscrits, c'est-à-dire, oui. là déjà, ce qui vient d'être dit par mon co-débatteur, c'est qu'on viole systématiquement et publiquement l'article 5, alinéa 4 de la Constitution de la RDC, qui dit que le suffrage est universel, égal et secret. C'est-à-dire, à partir du moment où la CENI se permet de dire que nous allons demander aux électeurs d'assister d'autres électeurs, on viole le principe du secret des votes constitutionnellement. Et on est là, on vient dire que nous sommes une démocratie. Mais attendez, on se moque de qui en ce moment-là? Si on entre sur le plan pratique, le vote se fait de 8h à 18h. On nous dit, c'est-à-dire nous n'avons que 10 heures de vote. Sur 10 heures de vote, nous prenons 10 heures de vote multipliées par 60 minutes, pardon. Nous avons 600 minutes pour 600 électeurs. Ça, cela veut dire qu'il n'y ait pas d'électeurs en retard. Un seul électeur en retard, cela veut dire que la machine est coince derrière. Et sachant que nous sommes dans un pays où le taux de vote est élevé par rapport au précédent scrutin, nous devons nous attendre à des cacophonies incroyables. Alors, ne dites pas que la machine à voter, c'est une solution, parce qu'à la fin, on propose quoi? Qu'on imprime encore les résultats, et on va comparer les résultats sur la machine avec un code QR qui peut être falsifié, et les résultats sur papier. Mais attendez, il faut être sérieux à un moment donné. Alors, Kojo Ndoukouma, Sylvain Ulrich Obam, vous allez pouvoir intervenir, mais on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants.